Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez sur votre émission Agriculture. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'ingénieur Joachim Kuzimbila. Il est expert en aquaculture avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur l'aquaculture pour une production alimentaire durable. Bonjour Monsieur Joachim. Bonjour Monsieur Parfait. Vous serez à l'aise qu'on vous appelle Monsieur Joachim ou ingénieur Joachim comme vous voulez, Joachim, Monsieur Joachim, et d'autres m'appellent aussi Monsieur Poisson. Monsieur Poisson. Monsieur Joachim, Monsieur Joachim, c'est bon, c'est bon. Nous, ici dans l'agriculture, aujourd'hui, nous allons vous appeler ingénieur. C'est mieux. Monsieur l'ingénieur, voilà, aujourd'hui on parle sur la référence du sol sur le sous-sol, la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pensez-vous que l'agriculture peut être la clé du développement pour la RDC ou faire des lances pour lancer le développement durable en République démocratique du Congo? Oui, mais pourquoi pas? Parce que, écoute, là j'ai entendu en venant ici que le budget 2025 a été voté avec un certain taux de pourcentage, je n'ai pas les éléments. Mais quand on regarde les budgets, une bonne partie du budget national, ça va dans les salaires. Nous avons une masse salariale très importante ici en République démocratique du Congo. Et quand les fonctionnaires ont reçu leur salaire, 70% ou 80% des dépenses, ça va dans la nourriture. Ça, oui, personne ne peut me contredire. Quand nos fonctionnaires là ont reçu des millions de francs, 1 500 000, 800 000 dollars, 70 à 80% va dans l'alimentation de son ménage. Ils doivent manger du 1er au 31. Et cet argent, malheureusement, ne reste pas au pays. Parce que nous dépendons fortement des importations de la nourriture. On ne peut pas se développer comme ça. Mais s'il y avait des entreprises agricoles qui produisaient, qui encaissaient tout cet argent, et cet argent va recirculer dans les pays, ça va aller dans les infrastructures, ça va contribuer au développement. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'agriculture que nous avons construit la Gécamine. Il y avait les VA ici, il y avait l'huile de palme avec une huile verte. Et c'est grâce à cela que nous avons construit la Gécamine et la MIBA. Grâce à l'agriculture. Grâce à l'agriculture. Donc l'agriculture peut être la fer de lance pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Ça, je le confirme. L'agriculture peut être la fer de lance pour le développement de la République démocratique du Congo. L'agriculture hier, l'agriculture aujourd'hui. Quel bilan? Bon, en fait, nous avons un pays qui a l'agriculture, il ne faut pas prendre ça dans un contexte à part. Il faut le mettre dans un contexte global de la République démocratique du Congo. Hier, il y avait la colonisation qui a organisé l'agriculture. Après la colonisation, il y a eu le vent de l'après-indépendance. Et il y a eu le vent de la démocratisation vers les années 90. Et voilà. Donc, hier, déjà à l'accession de l'indépendance, l'agriculture avait une grande part dans la balance économique du pays. Il faut vérifier avec la Banque centrale. La contribution de l'agriculture était évaluée, si ma mémoire est bonne, à 60% déjà. Parce qu'on ne parlait pas des minéraux. Les minéraux, c'est après, quand on a construit la Gécamine et la MIBA. Qui a été construit grâce à l'agriculture. Donc, il y avait deux fronts hier, bien définis. Les fonds industriels, avec des cultures industrielles et commerciales, et les fonds vivriers, avec des cultures vivrières, dont les manioc, les maïs, le soja, l'arachide, tout ce que vous voulez. Dans les fonds industriels, les gens produisaient pour la plupart des produits destinés à l'exportation. Et ça ramenait les devises au pays. Dans le front vivrier, il y avait des produits vivriers, d'abord pour nourrir l'indigène, la communauté, la population, et pour nourrir les centres miniers, où on ne faisait pas l'agriculture. C'est un peu... je me sens un peu mal à l'aise quand je vois qu'il y a les problèmes d'approvisionnement du maïs à Lubumbashi,
et en Mbujimayi, et on va faire des accords avec la Zambie, on va faire les accords avec l'Afrique du Sud pour nous approvisionner en maïs. Mais nous en avons les moyens, nous en avons la possibilité. Donc, hier, l'agriculture a fonctionné. On n'a pas importé des vivres dans ces pays. On exportait. On exportait. Aujourd'hui, il y a un problème. Les choses ont changé. L'ingénieur Joachim, à partir de quel moment notre agriculture a commencé à boiter? Bon, d'abord, après la colonisation, toute la pyramide construite par les colons a commencé à s'effondrer. Il y a des politiciens qui ont l'école. Il y a la joie, dans les termes, nous on nous appelait l'indigène. L'indigène qui a considéré que les travaux agricoles étaient une des exactions colonialistes qu'il fallait abandonner parce que l'homme blanc est parti. C'est comme une corvée. Voilà, il faut dormir jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, même s'il n'a pas sommeil, il est là, il croit qu'il travaillait sur le compte de l'homme blanc et voilà, ça commençait à s'émietter un peu. Donc, à un moment donné, le président Mobutu, quand il a parlé, c'était ici à la RTNC, je pense, agriculture, priorité des priorités. Non, c'était lors du 4e congrès ordinaire du mouvement populaire de la Révolution à Lancélé. L'agriculture a été proclamée priorité des priorités. Le président Mobutu s'était ressaisi. Il avait signé des accords bilatéraux avec des partenaires financiers et techniques, dont la Banque mondiale, les FMI. Il y a eu des pays comme l'Allemagne, la coopération allemande avec la Belgique. On a appuyé encore la production agricole. Il y avait une production. Programme national. Oui, programme national, la mission chinoise. Oui, il y avait aussi quelque chose de ce genre. En fait, là, la mission était de produire par les peuples. Parce que notre agriculture, la production vivrière, c'est fait par le peuple. La raison, c'est laquelle 70% de la population congolaise était supposée rurale. Aujourd'hui, apparemment, cette réalité ne va pas tenir. Parce que nous n'avons pas contrôlé l'exode rural. Toute la population, la main-d'œuvre agricole se retrouve à Kinshasa. Ils préfèrent conduire une moto que de faire la production agricole. Et cela, ça fait que le coût des vivres, le coût des produits vivriers ne fait qu'augmenter. Et le pays dépend des importations pour nourrir la population. Parce que vous savez que nous sommes l'un des pays avec les taux démographiques les plus dynamiques qui soient. Malgré les guerres dans la partie Est, qui a tué pas moins de 4 millions de Congolais, mais le taux de croissance démographique est toujours dynamique. C'est un pays béni, voilà. Donc c'est par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, l'agriculture n'est pas comme ça a été hier. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons tous les moyens. C'est question de mettre la machine, c'est question d'interroger l'histoire. Comment est-ce que l'agriculture a financé la construction de la Gécamine? Pourquoi aujourd'hui ça ne peut pas faire? Parce qu'aujourd'hui on parle plus cobalt. Mais hier on n'a pas vendu le cobalt dans ces pays. C'est l'agriculture. À la colonisation, à l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, tant nationale qu'internationale, on avait déjà 80 villes, grandes, moyennes et petites, construites sur fonds propres. Il y a des outils qui ont fait que cette agriculture soit prospère à un moment donné, notamment la recherche agronomique avec l'INERA. On a mis au point des techniques agricoles supposées améliorer la production agricole. Chaque année, l'INERA a vulgarisé des techniques agricoles. Et quand l'INERA, ça n'a plus fonctionné comme il se doit, après l'indépendance, la plupart des chercheurs qui tenaient l'INERA étaient des colons belges. Ils sont partis vers d'autres cieux. Le président Mobutu a quand même créé le service national de vulgarisation agricole qui faisait le pont entre le système national de recherche agronomique et la production à milieu réel. Et ce service a fonctionné à un moment donné avec le financement de la Banque mondiale. Je vois encore l'ingénieur Lititio qui fut même ministre ici, qui était le coordonnateur national des SNV. Ça fonctionnait à un moment donné. Donc on avait les résultats, ce qui s'est passé dans des stations de recherche, et on a vu ça dans les milieux réels. Et cela a contribué. Mais écoutez, brusquement, quand il y a eu le vent de la démocratisation, avec les pillages qui s'en sont suivis,
Et toutes ces coopérations se sont coupées de façon vraiment brusque, sans remise et reprise. Il y a USAID qui a fermé bagage, et les projets sont restés comme ça, sans remise et reprise réelle. Donc nous sommes rentrés encore à la case du départ. Voilà, donc jusque-là, les pays se cherchent encore sur sa voie de développement, sur sa voie de démocratisation. Mais il faut se dire qu'il y a aussi beaucoup d'interférences. Parce que nous avons signé des protocoles d'accord avec quelques centres internationaux qui arrivent ici au pays. Ces centres nationaux ne peuvent pas venir avec des politiques de recherche agronomique parfois non adaptées ici, qui les amènent, ils vont les présenter aux autorités pour dire que c'est ce qui convient. Non. Donc les autorités de la RDC doivent savoir qu'ils ont des outils qui ont déjà existé, qu'ils peuvent réactiver. Si on donne des moyens à l'INERA, même à SNV, je crois qu'ils peuvent abattre un travail de qualité pour améliorer encore les niveaux. Les ministères de l'Agriculture même, au niveau de chaque territoire, avec les 145 territoires, moi je pensais qu'on devait réactiver l'organisation de ces services-là dans chaque territoire. Mais bon, je n'ai pas été à la rédaction du projet, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis passé par-ci, vous trouvez, on est en train de construire les bureaux territoriaux. Les anciens bureaux sont là, ils ne sont pas mauvais, on pouvait juste les réhabiliter peut-être. Cet argent pouvait servir à la production. Tout ça, c'est encore discutable. Mais l'agriculture, c'est pas pour cela que l'agriculture a perdu sa place d'être le moteur de développement dans un pays comme le nôtre. L'agriculture a toujours sa place. L'agriculture a toujours sa place. Voilà. L'aquaculture pour une production alimentaire durable. C'est quoi l'aquaculture? On vous a présenté au sommaire que vous êtes expert en aquaculture. Merci. Donc l'aquaculture, c'est une branche de l'agriculture. Parce que quand on parle de l'agriculture, c'est de façon globale, ça englobe la production végétale, les plantes, les cafés, tout ce que vous avez, les riz, les maïs, les manioc. Ça englobe la production animale qui comprend les animaux, les ruminants, les monogastriques, les poules, les chèvres, les monogastriques, les poules, les porcs, les ruminants, les vaches, les chèvres. Tout ça, c'est la production animale. Quelque part, la pisciculture était aussi inclue dans la production animale. Mais on parle plus de l'aquaculture. L'aquaculture, aqua, qui vient du latin, qui veut dire l'eau, cultura, qui veut dire le fait d'élever, l'élevage. C'est ça, l'aquaculture, c'est tout ce qui se produit dans l'eau. Toute la production, que ce soit végétale ou animale, qui se produit dans l'eau. Il y a des gens qui font la rizipisciculture. Donc, la culture du riz associée au tilapia, c'est de l'aquaculture. Des gens qui produisent les algues, ce sont des légumes, c'est de l'aquaculture. Des gens qui produisent les mollusques, les crevettes, les homards, c'est de l'aquaculture. Mais dans l'aquaculture, il y a la pisciculture. Quelle différence y a-t-il entre aquaculture et pisciculture? La pisciculture, c'est purement l'élevage de poissons. Piscis, en grec, ça veut dire poisson. Cultura, ça veut dire élevage. Donc, la pisciculture, c'est essentiellement l'élevage de poissons. On n'a même pas besoin de dire comment ça s'élève. Donc, pisciculture est liée au mot poisson, aquaculture est liée au mot eau, l'eau, des milieux dans lesquels ça se pratique. Donc, c'est cela. Si vous parlez de l'aquaculture pour une production durable de nourriture, nous sommes à un moment de production alimentaire durable. Nous sommes à un moment où nous parlons du changement climatique. L'agriculture, la production de l'aliment, la production de nourriture est pointée du doigt. Dans la déforestation, c'est pointé du doigt. Dans l'émission des gaz à effet de serre, parce que les gens qui font l'agriculture sur brûlis, ils mettent la fumée dans l'atmosphère. Cela a de l'impact sur la quantité d'oxygène que nous avons besoin pour respirer. Mais jamais vous verrez en aquaculture, ce n'est pas forcément la déforestation. L'aquaculture d'abord c'est pratique. Tel que chez nous ici, on fait la pisciculture continentale. C'est dans des bas-fonds humides qui parfois ne sont pas utilisés par la communauté.
c'est là qu'on aménage nos étangs. Et ces bas-fonds humides qui sont parfois des zones sauvages où les gens ont du mal à accéder deviennent vivables. Même sur le plan écologique, sur le plan esthétique, ça devient vivable pour la communauté parce que quelqu'un est passé par là, il a aménagé ses étangs piscicoles. Donc, au même moment que ça contribuait à rendre un bas-fond vivable, au même moment, ça va contribuer à produire une nourriture de très haute valeur nutritionnelle et de très haute valeur digestive. Parce que il y a certains, tu vas voir un médecin qui t'interdit de ne pas manger la viande rouge. Mais tu ne verras pas un médecin t'interdit de ne pas manger la chair du tilapia. Qu'en dites-vous pour ceux qui font la promotion de l'aquaculture hors sol? Oui, l'aquaculture hors sol, c'est une des techniques. C'est-à-dire tout le monde n'a pas accès au bas-fond humide. Tout le monde n'a pas accès au lac pour mettre des cages. Tout le monde n'a pas accès au fleuve pour pratiquer l'aquaculture là-bas. Alors il y a moyen de le faire dans ta parcelle, en hors sol. Créer un bassin hors sol, mettre de l'eau. Si vous allez au bureau de la FAO sur boulevard du 30 juin ici, vous trouverez qu'il y a des bacs où on pratique l'aquaculture hors sol. Ils ont même vendu du poisson au courant de l'année passée ici. Pour un jeune qui nous suit, qui a peut-être l'argent mais qui dépense par-ci par-là pour ne rien faire, comment il peut s'organiser dans sa propre parcelle ou chez eux pour faire l'aquaculture hors sol? Il peut commencer avec combien? Mais pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de moyens, je pense que je le conseillerais la pisciculture en étang. En étang? Ouais, en étang piscicole, parce que c'est plus facile. Il peut se débrouiller dans la périphérie de Kinshasa. Il y a des espaces où on peut aménager des étangs piscicoles. Je crois qu'il y a une thématique que nous allons développer pour la pisciculture périurbaine. Pour vraiment pousser les jeunes à ça, parce que Kinshasa, c'est une ville qui importe beaucoup du poisson. C'est le besoin national du pays en termes de poissons, en 2018, était évalué à 470 000 tonnes. La production nationale en poisson n'était que de 250 000 tonnes. Donc les 220 000 tonnes ont été importées en 2018. Ici, nous sommes en 2025. La situation démographique, les besoins en poisson ont évolué. Je ne peux pas donner les données dont je n'ai pas encore tous les éléments. Ça, je parle de 2018. J'ai travaillé ici avec l'OFIDA, où nous avons recensé tous les poissons qui entrent dans toutes les frontières du pays. Les chinchards? Non, toutes sortes confondues, pourvu qu'on ait le tonnage du poisson qui entre au pays. Tu vois, c'est énorme. Il y a des poissons qui ont de très grandes valeurs marchandes. Il y a des poissons que vous pouvez acheter à 100 $, à 200 $, à 25 $ le kilo. Ça dépend de quel poisson il s'agit. Mais prenons un prix moyen de 5 $, de 10 $ le kilo. Ici à Kinshasa. Prends 10 $ fois 220 000 tonnes. 10 $ fois une tonne, c'est 1000 kilos. Tu prends 10 $ fois 220 fois 1000 pour voir l'argent qui est sorti du pays, qui est allé vers là où les gens ont produit. Nous, on ne refuse pas que les gens viennent vendre parce que la RDC est signataire de beaucoup d'accords internationaux, beaucoup d'accords régionaux. Nous sommes dans la ZELAC, zone de libre-échange pour l'Afrique. Nous sommes dans CEMAC, nous sommes dans SADC, nous sommes dans beaucoup d'accords. Tu vois, cela n'empêche rien. Mais qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous amenons? Les autres peuvent venir vendre. Je ne veux pas citer les pays qui viennent vendre ici. Mais je sais qu'il y a des pays comme la Norvège, qui est le champion, qui nous envoie toujours les poissons salés, les makayab ou la couronne. Ça vient souvent de la Norvège. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les tilapia, il y a le poisson-chat, il y a la carpe africaine que les gens peuvent élever chez eux et produire des poissons, produire localement du poisson qu'ils peuvent manger à moindre coût que dépendre des importations.
il y a eu le Covid. Heureusement que pendant le Covid, on s'est arrangé que les vivres puissent traverser les frontières. Sinon, c'était la mort. Les gens voulaient mourir de faim. On devait mourir de faim. Mais moi, j'ai vu quand j'étais dans la zone Est, dans le sud Kivu, il y a des endroits où on ne pouvait pas voir un oignon. Mais pendant Covid, ils ont produit les oignons. Ils ont produit la tomate. Parce que c'était difficile, parce que la tomate, ce sont des dames qui traversaient avec ça chaque matin du Rwanda, des Burundi pour venir vendre. Comme les frontières étaient fermées, ça créait une certaine résilience. C'est parce qu'on a la possibilité d'importer. Les jours où il n'y a pas la possibilité d'importer, nous allons produire. Donc il faut réorganiser le ministère de pêche et élevage, il faut réorganiser le ministère de l'agriculture. Et il faut tenir compte des groupes professionnels, comme la Ligue des ingénieurs agronomes que vous avez ici. Ils ont beaucoup de thématiques. Aujourd'hui, on parle des agronomes que ce sont eux qui ont abandonné les agronomes, les moniteurs agricoles, les techniciens de développement rural. Ils sont aujourd'hui dans des grands projets pour avoir l'argent. Non. On les a pas donné les moyens. On les a pas donné les moyens de leur travail. Regardez, dans un pays comme l'Égypte, le président Sisi a pris une ordonnance présidentielle interdisant la culture du bananier sur l'étendue du pays. Pourquoi? Parce que les agronomes de là ont accès vers lui. La Ligue des ingénieurs agronomes, ils voient le président Sisi quand ils veulent. Ils discutent avec lui les choses du pays. Ils lui ont dit, l'eau est le facteur limitant de l'agriculture dans notre pays. La culture des bananes puise beaucoup d'eau dans les sols. Nous ne voulons pas que sont dans une zone désertique. Nous ne voulons pas que les gens fassent les bananiers. Ah, ok. Mais si quelqu'un veut faire sa culture de bananiers ici au pays, il a des taxes d'autant de dollars par hectare. C'est eux, les ingénieurs agronomes, qui préparent les documents. Ça va au cabinet et le président Sisi a promulgué. Mais si on dit les ingénieurs agronomes sont des bureaux climatiques. Non, c'est faux, c'est faux. Allez les voir sur l'avenue Batété là. Ils ne sont pas dans des bureaux climatisés, c'est faux ça. On les voit plus sur terrain, on ne sent pas leur impact. Non, mais ils vont aller sur terrain avec quoi? Parce qu'à l'époque, les moniteurs, l'inspecteur agricole qui était dans les territoires à Mwenga, à Fizi là-bas, et partout là, en Ngandajika, à Idjofa, partout où il y avait un inspecteur agricole, il avait tous les moyens. Il avait le véhicule, il avait la communication, il avait les carburants. Ça lui permettait de faire l'itinéraire. Parce que la production agricole ici, c'est la production par le peuple. Parce que c'est une population agricole. On comptait sur eux. Même les objectifs agricoles de l'année se définissaient sur base de la population rurale que nous avons. Parce qu'on savait que chaque homme adulte valide est capable d'emblaver un demi-hectare ou 0,3 hectares. 0,30 hectares. Chaque homme adulte valide. Et une femme célibataire était considérée comme un demi-homme adulte valide. Et c'est sur base de ça, sur base des productivités de chaque territoire, de chaque coin, on savait qu'avec autant d'hommes adultes valides, cette campagne, nous aurons autant d'hectares emblavés. Et par rapport à la productivité que nous aurons autant de tonnes de maïs, On savait à l'avance, à partir d'ici, de Kinshasa, que cette année, nous attendons autant de récoltes, nous aurons autant de produits pour commercialiser à l'extérieur, où nous aurons déficit dans tel domaine, on prépare même déjà l'importation. Mais aujourd'hui, ça ne s'organise pas. Ça ne s'organise pas comme ça. Ça ne s'organise pas comme ça. Parce que, bon, écoute, moi j'ai vu, il y a des cabinets des ministres. Et comment ils organisent le travail, je n'entre pas trop dans les détails. Vous voyez par exemple le ministère de Santé. Dès qu'une épidémie se déclare dans un coin de la RDC, le même jour Kinshasa est saisi. Parce que le colonialiste a laissé cette structure-là. Et puis du côté de l'agricole, il n'a pas laissé une structure. Du côté de l'agriculture, ils étaient en train d'organiser et il y a eu l'indépendance immédiate et maintenant. Donc, nous avons le devoir de réorganiser. Et il ne faut pas que les amis qui sont des conseillers dans des cabinets de ministres et consorts pensent que les ministères,
c'est leur cabinet là. Non, le ministère doit gérer le pays. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir l'information de chaque territoire du pays dans leur domaine précis. Si les gens du ministère de la Santé le font, parce qu'aujourd'hui, sans se voiler la face, nous sommes parmi les pays de l'Afrique subsaharienne qui a un bon système de santé, surtout dans la gestion des épidémies, dans la gestion des santé publique. Vous voyez? Quand des épidémies se déclarent ailleurs, on appelle Mouyembe. Vous voyez? Donc, nous avons maîtrisé ce côté-là. Il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'avec la malnutrition qu'il y a ici, si le système de santé de ces pays était défaillant, mais je vous dis que chaque jour, on enterrerait. Mais nous avons un système national, le programme national de vulgarisation, qui fonctionne très bien dans ces pays. Et nous avons d'autres structures encore. Les pré-tuberculoses, n'en parlons pas. Maladies infectieuses, ça fonctionne. Du côté de l'agriculture. Et puis là aussi, il y a des programmes. Hein. Il y a des programmes appuyés par Belgique, appuyés par ceci, et qui essayent de nous aider encore. Du côté de la production agricole, là c'est le développement. Et franchement, personne ne viendra nous aider que nous-mêmes. Et il y a eu des accords où nos chefs de l'État, à Maputo, à Lusaka, avaient décidé qu'on puisse donner chaque année, augmenter de 10% la contribution, c'est-à-dire du budget national à l'agriculture. Est-ce que c'est de l'application? Là, on m'a dit qu'il y a un budget bien. Et la part de la... Et cette part-là, c'est pour faire quel travail? En 2015, je vais te donner un exemple pour chiter. On a donné le fonds d'appui à la recherche agronomique. Moi, dans le domaine de l'aquaculture, je crois, j'étais à la station de Gimbi. Dans mon domaine, j'avais reçu 6 millions ou quelque chose comme ça. Là, nous sommes vers 2015. J'ai relancé le poulailler. Parce que la station de Gimbi, pour la petite histoire, Gimbi c'est dans le Congo central, dans le bas fleuve, entre Matadi et Boma, avant d'arriver à Kinzamvouete. Il y a des belles maisons avec des lumières comme ça. C'est une station INERA. Cette station-là était en location gérance par Gilles Van Lanker, Givel. Non, Midema. Midema loué là-bas. Bon, après, Midema est parti, INERA a repris la station. Tout était presque par terre. Mais quand on a donné ces peu de fonds-là, j'ai relancé la viculture, la production d'œufs. Tous les passagers s'arrêtaient là-bas pour acheter le plateau d'œufs. C'est l'INERA qui produisait. C'est pourtant un service de l'État. Il y a eu même des gens qui disaient que non, Mindele à Midema Bazongi sous sort. Mais le Mundele en question, c'était moi. J'ai relancé l'aquaculture. J'ai ensemencé un étang de 2 hectares. Le jour où nous avons vidangé, toutes les chambres froides de Kinzamvouete avaient vomi les poissons. Ok? Nous avons commencé par faire d'abord la reproduction assistée du poisson-chat africain. Donc les avantages de l'aquaculture, je l'ai dit, dans le mélange de l'agriculture, l'aquaculture c'est tellement durable parce que l'aquaculture ne pose pas trop de dégâts ou presque pas, ne dérange pas l'environnement. C'est une production durable. Il y a très peu d'émissions de gaz à effet de serre dans la production aquacole. C'est vraiment une production durable et le poisson c'est un aliment sain, un aliment de qualité, recommandé pour des enfants, pour des personnes âgées. Ok? Et le volume de poissons qui est commercialisé à travers le monde est comparé au volume de pétrole. Vous voyez? Le volume de pétrole. Ouais. Donc, le poisson est plus consommé. Très consommé. C'est dans le monde entier. Tu vois le tilapia que tu as ici, il est consommé même au Japon. Le tilapia, c'est un poisson tropical. Mais à cause de son goût, sa facilité de l'élevage, son vaste domaine de sa polyvalence, quoi. C'est-à-dire que le tilapia, il s'adapte facilement dans des écologies diverses, dans des températures variées. Avec ça, le tilapia a été élevé dans 75 pays du monde. Et n'oublie pas que
Avant 2012, c'est la pêche qui jouait le rôle principal dans la production de poissons. Mais depuis 2012, la pêche est en chute libre, malgré l'évolution sur les machines, sur les techniques de pêche. L'aquaculture a pris les relais. L'aquaculture a pris les relais de la pêche pour produire, bien que chez nous au Congo, ce n'est pas encore le cas. Parce que le plus grand nombre de poissons qui est produit au Congo, dans les 250 000 produits ici, ça vient de la pêche. Parce que quand tu vois tous les poissons fumés, les ngolo que tu as sur les marchés, les nzombo, les mungusu. L'aquaculture prenne ces relais-là. Il faut y mettre des moyens, il ne faut pas construire des hôtels. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi des initiatives privées. Et pour l'État, il doit renforcer les systèmes d'appui qui sont d'abord la recherche agronomique, qui comprend aussi la recherche en aquaculture. Et il doit inciter, il doit mettre des mesures incitatives de création des entreprises, des productions aquacoles, des petites entreprises. Pourquoi pas? Et il doit faire confiance à ces institutions parce que c'est un pays vieux. La RDC, nous on est nés, on a trouvé nos parents. Et la belle époque, avec 3 repas par jour. Ok? Donc les gens ont travaillé. Les 3 repas que nos parents nous donnaient ici, ce n'est pas la Belgique qui a amené ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'était produit ici, on a organisé les choses. C'est question qu'on organise bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé dans un territoire, je ne vais pas citer le nom du territoire pour ne pas frustrer les gens, où la FAO devait appuyer parce qu'il y a un taux de malnutrition très élevé là-bas. J'ai fait une consultance avec la FAO, ça c'est pas un secret. Donc j'appuie la FAO en matière d'aquaculture. Je suis allé dans un territoire, j'ai dit on fait quand même l'état des lieux pour savoir il y a combien de temps piscicole ici, qu'est-ce que nous pouvons appuyer, on peut atteindre quelle production après l'appui, et ces étangs piscicoles sont dans quel état. Sur base de cet état des lieux, je vais définir quel genre de capacitation il faut donner. Mais l'agronome du territoire là n'avait aucune donnée. Il y a certains points, il m'a dit c'est grâce à toi que je suis arrivé ici. Pourquoi il n'arrivait pas? Parce mais il n'a aucun moyen. Voilà. Ok? On lui a donné une moto, on lui donnait du carburant, mais la moto ne suffit pas. Et il a aussi de l'âge. Vous voyez? Il faut inventorier d'abord. Les ingénieurs agronomes, nous en avons combien? Il faut les occuper. Normalement, dans chaque territoire, on doit avoir des ingénieurs agronomes. Un inspecteur pêche-élevage, un inspecteur agriculture. Et tous doivent être équipés avec des bureaux, internet. Ils doivent avoir les véhicules pour faire l'itinérance. C'est de chez eux qu'on doit avoir les données. Parce que quand on parle que le ministère de Santé, tu vas à Kaemba, les données de Kaemba arrivent ici comment? Parce qu'il y a Horizon Santé qui appuie là-bas, qui a mis internet là-bas, qui a donné une petite voiture au médecin, et je ne sais pas, chef de zone ou quoi. Et c'est pourquoi ça fonctionne. Et quand tu vas à Malembankoulou, la même chose, tu trouveras que c'est Enabel, la coopération belge, qui donne. Mais est-ce que ces moyens-là que les partenaires viennent donner dans un coin, est-ce que nous manquons cet argent? C'est question de bien quantifier les choses. Savoir on a besoin de combien pour produire combien de tonnes de poissons, pour une durée de combien. Voilà. Dès que c'est fait, ce n'est pas l'argent qui nous manque. Ok? Nous sommes, moi je l'ai dit, dans une réunion à Burundi, j'ai dit au Burundi là-bas, j'ai dit aux amis, la RDC est l'économie la plus dynamique de la sous-région. Ça tu ne sais pas, je t'informe. Nous sommes l'économie la plus dynamique de la sous-région. Comment ça? Regarde, nous avons mis en place la TVA, c'est 16%. Hein. La bière que tu as consommée à midi ici, 16% sont allés dans la caisse de l'État. Nous sommes 100 millions de consommateurs. Donc il y a de l'argent que l'État ramasse dans notre consommation. Donc nous payons des taxes à la consommation de 16%. Tout ce que nous consommons, on paye 16% de la TVA. Ok? Avec cet argent, en 2009, les professeurs d'université sont partis de $200 à $2000. Quel est le pays de la sous-région qui a fait ça? On les a donné des crédits voitures avec un taux de remboursement de $400 le mois. Quel est le pays de la sous-région qui a fait ça? Regardez même nos fonctionnaires là, ce qu'on leur paye là, ce n'est pas moindre. Bon, on doit encore améliorer, mais il n'y a aucun pays dans la sous-région qui essaie de faire ça. On peut compter nos frontières. Peut-être l'Angola et la Zambie.
Mais on peut compter, commencer par Brazzaville, Centrafrique, le Soudan, là, Ouganda, Rwanda, Burundi, tous, Tanzanie. Nous, c'est l'économie la plus dynamique. Ok? C'est question seulement qu'on canalise bien les choses. Même les producteurs qui sont dans des pays limitrophes, ils produisent pour les marchés congolais. Nous sommes 100 millions de consommateurs. Parce que je te dis qu'une chaîne de valeur n'est pas complète si tu ne sais pas commercialiser. Voilà, ingénieur. Quelle est selon vous la politique de la recherche agricole que le Congo doit mettre en marche? Bon, moi je suis... L'INERA existe. L'INERA existe, il faut lui donner des moyens. La politique n'est pas mauvaise. En 2016, l'INERA, pour définir le plan prioritaire des recherches agronomiques à l'horizon 2023, il a fallu que la FAO cherche les fonds. Il a fallu que la FAO cherche les fonds chez les bailleurs pour organiser. Vous voyez, pour que l'INERA puisse faire venir ses chercheurs ici à Kinshasa, à l'hôtel du fleuve, organiser cela. C'est pas normal. Or, c'est de l'argent. C'est pas cet argent qui manque chez nous. C'est de l'argent qu'on peut trouver dans nos caisses pour organiser tout cela et puis mettre en place un plan de recherche. Les anciens ont vieilli et depuis un temps, était interdite, sauf un cas de remplacement. Tu verras qu'un chercheur est décédé, on le remplace par un administratif. Ça. Et à sa place là-bas, le vide, il continue. Vous voyez? Et il faut encore que faire alors? Mettre à niveau les gens. Nous sommes dans les siècles de l'informatique. L'informatique, l'Internet. Il faut recycler les gens. Il faut recruter aussi des... Et puis le plan de recherche, il existe. C'est question de l'actualiser. Et le vrai problème, c'est les moyens. On peut faire des colloques, des relances de ceci, séminaires, grands hôtels. Et aussi, les Congolais, c'est comme si nous sommes devenus un peu distraits sur certains termes anglo-saxons. Quand quelqu'un vient vous parler agro-business, ça sonne comme un terme nouveau, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai grandi dans l'agro-business. Mon père était chef du personnel d'une entreprise de production d'huile de palme. Ils avaient la chaîne de production complète. C'est ça l'agro-business. On produit, on vend. L'agro-business, c'est quoi? Les gens se réunissent au Pullman Hôtel là-bas, à l'hôtel du fleuve. Vous parlez de l'agro-business. Et après, on ne voit pas ça dans les assiettes. On ne voit pas la balance augmenter. Et puis, il faut aussi qu'on ait un service de statistiques agricoles très dynamique, qui est capable d'évaluer les vrais besoins, qui est capable d'évaluer la production annuelle, année par année. Ça nous permet de voir est-ce que ça augmente, est-ce que ça baisse. Ingénieur, dans la même ligne, quelles sont les stratégies pour augmenter ou rendre forte notre production agricole dans l'ensemble? Ouais, dans l'ensemble, d'abord pour la production aquacole, je vais commencer par là. Moi, je propose qu'on puisse créer des petites entreprises d'aquaculture, que les gens, qu'on puisse leur donner des fiches techniques, comment il faut produire sur 5 arts pendant toute l'année, comment il faut créer une petite ferme piscicole pour produire le poisson et gagner de l'argent. Orgaman était ici. C'était parmi des grandes entreprises du pays. Orgaman n'avait pas de bateau de pêche. Orgaman importait des poissons de quelque part. Il venait vendre chez nous. Il faisait ses bénéfices. Il a laissé tout ce qu'il a laissé. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans ça. J'encourage les jeunes. J'ai appuyé la FAO dans le cadre du projet Picagel au sud Kivu et au Tanganyika là-bas. Il y a des jeunes, des pêcheurs qui sont devenus aujourd'hui des éleveurs de poissons. Ils ont d'abord, amélioré leur niveau de vie, parce que la pêche ne paye plus comme dans les temps. Ils ont amélioré leur niveau de vie et on les a tellement capacités, ils ont changé leur façon de voir les choses et ils contribuent. Et les consommateurs dans les milieux où ils sont préfèrent la production locale. Le Congo, avec sa croissance démographique,
c'est les problèmes que nous avons avec la partie Est. Mais je crois qu'avec l'effort de tout un chacun, et tout doit partir du gouvernement central. Ce ne sont pas des... central doit donner l'impulsion. C'est le gouvernement central qui doit donner l'impulsion, qui doit organiser les choses, qui doit définir, nous voulons aboutir à ça. Et pour aboutir à ça, il va réunir les techniciens, les ingénieurs agronomes, et qui vont donner des plans pour qu'on aboutisse à ça. Voici la productivité de ceci. Nous avons besoin d'autant de cages de tilapia sur les lacs Kivu. Nous avons besoin d'autant de bassins pour le poisson-chat à tel endroit et ça va produire telle quantité. C'est ça ce qu'on appelle les programmes de production. Quand on a un programme comme ça, les programmes pays, il faut que le programme pays soit bien ficelé. Et la RDC a quand même la chance. Hein. Et nous qui devons dire aux partenaires, voici ce que nous voulons. Vous voulez nous aider dans tel domaine où on a besoin de ça, 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 à tel endroit. Ce n'est pas aux partenaires de venir. Il dit non, moi, je vais à Kolwezi. Seulement à Kolwezi. Pourquoi tu ne peux pas aller à Kassangoulou? Oui. Nous avons besoin de ça, ça, ça à Kassangoulou parce que Kinshasa, c'est une ville aujourd'hui de 20 millions d'habitants. Il y a des problèmes alimentaires. Et la nourriture coûte très cher ici. Et pour avoir une nourriture de qualité, il faut la produire. Ingénieur, nous chutons, nous allons déjà vers la fin. Il y a vraiment de la matière. Ouais. Je pense qu'on aura encore organisé d'autres émissions agriculture aujourd'hui. Oui, bien sûr. Les coopératives agricoles et les banques de crédit agricole sont-elles importantes? Oui, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous avons vraiment besoin des banques de crédit agricole. Mais malheureusement, il y a eu des clientélismes. On a créé la BCA, Banque de crédit agricole. J'ai vu ça. J'étais encore étudiant ou élève à l'époque. Mais qui ont pris des crédits dans cette banque-là? Ce sont des gens qui ne font pas l'agriculture. Quand nous avons créé la Banque de crédit agricole, les gens qui sont venus prendre des crédits agricoles, ce n'était pas pour faire de l'agriculture, c'était pour construire des hôtels, construire des maisons, acheter des véhicules, créer des compagnies de transport. Les agriculteurs n'ont pas eu accès. Donc il faut qu'il y ait vraiment des mesures, des garde-fous qui garantissent que ce sont des agriculteurs qui vont prendre cet argent, des jeunes ingénieurs agronomes qui vont prendre cet argent pour créer des entreprises agricoles. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Ingénieur, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Votre dernier mot s'adresse au ministère de l'Agriculture et aux jeunes qui aujourd'hui ne veulent plus s'intéresser à l'agriculture dans son ensemble. Bon, c'est vrai que dans les milieux ruraux, chez nous ici, la situation n'est pas très encourageante. Quand Unilever s'était implanté à Lusanga, ce qu'il a créé là-bas, c'était des agrovilles. Lusanga allait vers ville, vous trouvez des piscines, ils avaient de l'électricité, ils avaient le minimum. Chez Madaï, la Luchima, c'était la même chose. Donc, il faut qu'il y ait des moyens incitatifs pour les jeunes. Ça, c'est le gouvernement qui doit faire la part des choses. Et les ministres de pêche et élevage, comme celui de l'agriculture, quand ils vont dans des conseils de ministres, il doit expliquer par rapport au budget dont il a besoin, qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Il a un cabinet, je sais qu'il fonctionne. Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Il y a les priorités de la guerre, bien sûr, mais si on doit encore s'affaiblir avec la sous-alimentation, c'est-à-dire que là, le pays disparaît. Mais si les forces vivent, les gens peuvent manger à leur faim, il y a la production. Je crois que ça encourage quand même les gens à se sentir, à appartenir dans un pays. Donc, pour les jeunes, je vous conseille de créer des petites entreprises de production piscicole, des productions d'élevage, des productions agricoles, pourquoi pas, et pour contribuer, parce que tout le monde a besoin de manger et la nourriture, elle est toujours recherchée. C'est pas pour rien que les conteneurs quittent dans tous les coins du monde pour venir vendre ici chez nous, parce que le marché, il est là. C'est 100 millions de consommateurs, il ne faut pas sous-estimer ça. On peut avoir votre numéro de contact pour ceux qui vont suivre à la télévision. 081 366 88 88. C'est un code. Plus 243 81 6 366
8 4 fois. Plus 243 8 1 3 6 6 8 4 fois. Et vous appelez, vous aurez Joachim et on prendra un rendez-vous, on pourra toujours en discuter en loin et en large, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu de très loin et passer dans cette émission Agriculture aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière fois, il y aura d'autres occasions, on sera encore avec vous pour partager ces savoirs avec nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ici en RDC, en province et au-delà de nos frontières sur la RTNC, chaîne mère de la RDC. Non, c'est moi qui vous remercie, c'était très gentil, merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, qui commence bien, finit bien, nous avons réussi sur ce plateau de votre émission Agriculture aujourd'hui. Monsieur l'expert Joachim Kuzimbila, il est expert en aquaculture, il est ingénieur agronome. Il était avec nous, on a parlé sur l'aquaculture pour une production alimentaire durable en République démocratique du Congo. À la prise de vie, c'était Chico Bipendo et Émile Bipendo et signé à la réalisation du maître de Sylvain Kalonji, Panou Full Boss. Et à la présentation, c'était votre humble serviteur, Parfenga Imondo, journaliste polyvalent de la RTNC. Nous disons bonne année à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout et qui sont habitués à suivre cette émission Agriculture aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro avec d'autres invités car vous servir c'est notre passion. À très vite. Bonsoir chez vous.